Bonjour David Lisnard. Bonjour. Bonjour. Une nouvelle fois, Emmanuel Macron ne se rend pas au Congrès des maires cette année. Est-ce que c'est une faute ? Non, non. Aucun président de la République n'est allé systématiquement au Congrès. Quand un président vient, c'est un honneur pour les maires. S'il ne vient pas, c'est pas le Congrès de l'Élysée, c'est le Congrès des maires. Si vous voulez. Donc, on va avoir cette année un record de participants, un record de travaux, un record de ministres présents sur nos tables rondes. Et donc, c'était lui qui avait annoncé qu'il viendrait chaque année. Donc c'est à lui qu'il faut poser la question pourquoi il vient ou pas, mais objectivement, nos préoccupations ne sont pas là. Et comme chaque année ? Pardon, comment vous qualifiez les relations entre l'Élysée et les maires aujourd'hui ? Chaque année, on pose la question, en fait, au Congrès des maires, quel que soit le président de la République, si on est honnête jusqu'au bout. Moi, j'ai connu une époque, j'étais pas encore maire, mais lorsqu'il y avait eu le gel sur les dotations, déjà, il y avait eu une bronca au Congrès des maires, toute étiquette confondue. Quand François Hollande a pioché dans les dotations, c'était pareil. La difficulté actuellement, c'est qu'on voit bien, on entend bien que dès qu'il y a une volonté d'argumenter de la part des maires et que cette argumentation contrarie ou contredit un peu l'exécutif, on essaie de dénigrer ceux qui portent l'argumentation. C'est toujours ça qui est un petit peu désagréable, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la situation qu'on vit aujourd'hui dans notre pays, les problèmes de précarité que l'on affronte dans nos communes, les difficultés d'action et des propositions que nous apportons pour revitaliser la démocratie locale. Alors le divorce entre le gouvernement et les élus a pour origine certaines des décisions prises, comme la suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales, l'augmentation des charges des communes. Pourtant, Dominique Faure, le ministre des collectivités territoriales et de la ruralité, affirme que son gouvernement est le premier depuis 13 ans à avoir pris la décision d'augmenter la DGF, c'est-à-dire la dotation globale de fonctionnement, soit 540 millions d'euros en 2 ans. Ça, vous dites, c'est toujours pas suffisant. C'est pas tout à fait ça, si vous voulez. D'abord, il y a des choses au quotidien qui avancent et on travaille avec la Première ministre, avec Dominique Faure. Par exemple, ce matin, j'ai échangé avec Thomas Cazeneuve, le ministre des Comptes publics, avec des dispositions. Le gouvernement nous donne raison sur les communes nouvelles. Alors, c'est des choses un peu techniques, mais il y a un travail quotidien qui est fait pour défendre la vitalité communale parce que c'est l'intérêt du pays. Sur ce que vous venez d'évoquer, c'est un effet de communication parce que c'est compliqué d'expliquer ça, mais on n'a pas demandé, nous, maires, à être sous dépendance de l'État. Ce sont des mesures qui ont été prises sur la taxe professionnelle à l'époque de Nicolas Sarkozy, sur les dotations sous François Hollande, sur la taxe d'habitation, sur la CVAE ces dernières années, qui en fait ont privé les collectivités, notamment les mairies, de levier fiscal et nous ont mis sous dépendance de l'État. Vous voulez retrouver une forme d'autonomie de responsabilité, parce que l'efficacité, c'est la responsabilité. Et la responsabilité n'existe pas sans la liberté. Je voudrais juste terminer le raisonnement. Plus l'État a annoncé des suppressions d'impôts locaux, plus en réalité, en tant que contribuables, nous avons été pénalisés. Puisque cette année, la France bat son record des prélèvements obligatoires, impôts et charges. Ça, c'est le juge de paix. Donc l'impôt est plus sournois, on le retrouve dans la CSG, on le retrouve dans la TVA. Mais on a déresponsabilisé localement. Donc on a finalement nuit à l'émulation, à la comparaison, à la transparence de la fiscalité. Sauf que le gouvernement dit chaque centime qu'on a retiré via ces impôts-là, on vous les a redonnés via la dotation. Mais justement, et je vais y revenir. Et sur les dotations, la parole de l'État depuis les années 60, depuis que ça a été créé, et ça a été de plus en plus important puisqu'on est de plus en plus dépendant de ces dotations. Et donc, la parole, c'était que ça suivrait l'inflation pour que la parole de l'État soit respectée, ce soit stable en euros constants. Nous, on ne demande pas d'efforts, comme pour prendre un langage à l'État. On lui demande juste de respecter sa parole. Quand vous avez une inflation à 7, 8, 9%, et que la dotation évolue de 1,2%, c'est ce que dit, en disant c'est historique, ça augmente. Sauf que la réalité, c'est que la baisse en euros constants, elle est beaucoup plus forte que jamais, elle est de 7%. Donc vous, ce que vous dites, c'est laissez-nous fixer le niveau des impôts locaux ? L'État, lui, a la dynamique des charges. Donc, et ensuite, c'est du détournement d'argent local. C'est aussi simple que cela. Alors, il faut le regarder dans le détail. Nous le démontrons. Simplement, nous, ce que l'on voudrait, c'est sortir de cette vision infantilisante des collectivités. On nous a mis sous perfusion du malade, parce que les problèmes des comptes publics en France, ce sont les comptes sociaux et les comptes de l'État. Bien sûr qu'il y a des communes mal gérées, il y a des régions, évidemment, mais comme il y a des PME mal gérées, mais c'est pas parce qu'il y a des communes mal gérées qu'il faut mettre toutes les communes de France sous dépendance de l'État. Et pareil pour les PME. Alors vous voulez avoir les mains plus libres ? Et sur la fiscalité,
Ce n'est pas les communes qui ont demandé que la fiscalité ne repose que sur les propriétaires, que la fiscalité locale. Mais alors vous proposez un impôt résidentiel. J'ai entendu ça. Ça veut dire quoi? C'est quoi un impôt résidentiel? Ça veut dire qu'en France, il y a trop de fiscalité, trop de charges. Parce que ce système de recentralisation de l'impôt, il se fait au détriment des contribuables, puisqu'il n'y a jamais autant eu de prélèvements obligatoires, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, pour que ça fonctionne mieux, pour qu'à la fin, il y ait plus de responsabilité, de performance, il faut que les habitants, localement, puissent trancher la politique fiscale de leur commune. Donc c'est le retour de la taxe d'habitation. Mais à l'époque, tout ce qui se passe aujourd'hui, l'AMF, et ce n'était pas moi le président, mais le disait, avait prédit ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en réalité, la taxe d'habitation la suppression a été un peu de la poudre de perlimpinpin, si vous me permettez cette expression qui avait fait florès il y a quelques années. Mais en réalité, il faut bien payer les dépenses. Les 23 milliards d'euros qui étaient financés par la taxe d'habitation sur les résidences principales, c'est-à-dire les écoles, les polices municipales, l'éclairage public, et avec des contraintes qui augmentent, les cantines scolaires. Moi, cette année, on a 43% d'augmentation de ce qui est facturé aux communes dans les cantines scolaires. Donc il faut bien les assumer, ces dépenses. Ouais. C'est tout. Donc le problème, c'est que tous ces débats sont tronqués parce qu'ils détournent l'attention de l'opinion des vrais problèmes des comptes publics qui sont majeurs, le surendettement de l'État, le fait que l'État emprunte pour son fonctionnement, qu'on va avoir un record de déficit par rapport aux recettes de l'État. Oui, mais vous dites qu'il faut que nous, les communes, il faut qu'on soit plus libres, qu'on ait le champ plus responsable pour être plus efficace. Emmanuel Macron a parlé de décentralisation, une nouvelle étape de décentralisation la semaine dernière lors des rencontres de Saint-Denis. Ça c'est un bon signe pour vous? C'est un bon signe s'il y a des actes. Depuis maintenant 6 ans, il y a eu au moins 3 annonces, alors c'est toujours avec beaucoup d'emphase, de grands actes de décentralisation. Ça avait été le cas au lendemain des Gilets jaunes. Ce fut le cas au moment du Covid, où on a vu qu'en fait le pouvoir local était bien plus performant que l'État. C'était le cas il y a quelques mois, l'année dernière, dans un discours de la Mayenne. Un mois après ce discours du président de la République sur une annonce d'acte de décentralisation, la 3e, qui n'a pas été suivie des faits, des considérations qui avaient été tenues en marge du Congrès des maires sur le fait que la décentralisation était le mot qu'on utilisait pour séduire les élus. Ce sont les mots du président, mais que ça n'avait jamais réglé le problème. Donc, quelle est la pensée profonde de l'État profond? Il faudra la découvrir, d'une part. Et d'autre part, nous, on ne fait pas de procès d'intention. On est partenaire de l'État, on fait partie de l'État. Mais ce que je voudrais vous dire, et qu'il faut, je pense, comprendre, c'est que parallèlement à ces discours un peu contradictoires, la réalité, ça a été la recentralisation. On a parlé de recentralisation fiscale, je viens de l'évoquer, mais il y a aussi une recentralisation juridico-administrative. Tous les maires que vous allez interroger dans leur commune, moi j'écoute, je vous écoute, tous vous disent on n'en peut plus des procédures. Ça remonte toujours à la préfecture. Et c'est de pire en pire. Ouais. Donc nous sommes à disposition de l'État, du président de la République, de la Première ministre, pour enfin que l'on fasse confiance à la liberté et à la responsabilité. Et que c'est aux habitants de trancher, de choisir qui ils veulent, de choisir la politique fiscale dans leur commune. Ce n'est pas des technocrates. David Lisnard, maire de Cannes, président de l'Association des maires de France. Vous êtes l'invité du 8h30 France Info. On vous retrouve juste après le fil info 8h41, Maureen Suignard. Pour le moment, le gouvernement israélien n'a pas réagi à ces déclarations. Le Hamas affirme qu'un accord de trêve est proche avec Israël. Il est question d'un échange de prisonniers palestiniens et d'otages dans la bande de Gaza. L'Ukraine affirme ce matin qu'un hôpital a été endommagé par une attaque de drones et de missiles russes. Attaque dans l'est de l'Ukraine, dans la région de Donetsk. D'autres infrastructures civiles ont été endommagées. Kiev ne dit pas s'il y a des blessés. Des manifestations à Paris, Bordeaux, Grenoble, Nancy ou encore Nantes aujourd'hui. Mobilisation des étudiants en pharmacie. Ils demandent une réforme de leur formation. Des pharmaciens en poste manifestent aussi pour demander des augmentations de salaire pour faire face à l'inflation. Pour le moment, ils ont tout gagné et en plus, ils sont déjà qualifiés. L'équipe de France de football joue ce soir contre la Grèce. Dernière rencontre de qualification à l'Euro 2024. Match à vivre dès 20h45 sur France Info. Hier, la République tchèque, la Slovénie et l'Italie se sont qualifiés pour la suite de la compétition. France Info. Le 8h30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Avec David Lisnard, président de l'Association des maires de France. On l'entendait ce matin sur France Info. 20 ans après, 6 communes sur 10 en France ne respectent toujours pas la loi SRU qui fixe un seuil minimal de 20 ou 25% de logements sociaux. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Il y a plusieurs facteurs. D'abord, parce qu'il y a la loi est arrivée après l'urbanisation, très souvent, dans ces communes-là. Par définition, c'est les communes tendues, c'est-à-dire les communes qui étaient attractives.
que l'on retrouve en région parisienne, que l'on retrouve dans l'Est, dans le Sud-Est, etc. Et ça, en 20 ans, ça ne se corrige pas? Donc, ça se corrige parce qu'il y a eu quand même beaucoup de mises en chantier. Thierry Repentin en parlait d'ailleurs ce matin sur vos ondes. Mais il faut faire très attention aux sentences morales. Quand vous n'avez pas de foncier... Là, c'est des chiffres, c'est pas de la morale. Si, parce que dans le discours, c'est dire, regardez ces maires qui ne veulent pas appliquer, méchants, ils ne voudraient pas loger les gens. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire que dans certains cas, ça peut arriver, mais dans beaucoup de cas, c'est parce que le foncier est devenu très rare. Et d'ailleurs, toutes les mesures qui ont été prises depuis 20 ans, dans la loi Elan, la loi Allure, les lois Duflot, la loi Climat et Résilience, avec le zéro artificialisation nette, raréfient le foncier que l'on peut édifier, donc surenchérissent le coût du foncier, donc font que les bailleurs sociaux eux-mêmes, qui ont été affaiblis par différentes mesures depuis ces dernières années budgétaires, eh bien, n'arrivent plus eux-mêmes à construire. C'est pas un maire qui arrive avec sa truelle et son parpaing et qui fait les logements. Quand même, parmi ceux qui veulent pas, qui n'ont pas assez de logements. Vous tombez dans la condamnation morale, qui ne veulent pas. Non, parce que le cliché, je vous donne le cliché, Neuilly-sur-Seine, qui est vraiment loin des 25%, préfère peut-être payer des amendes plutôt que de construire des logements sociaux. Au maire de Neuilly-sur-Seine, il vous expliquera, je pense, et il suffit d'y aller, de dire que c'est déjà densifié. Moi, j'ai des cas... Moi, je vais demander au maire de Cannes, David Lisnard, 13 à 17%. En 20 ans. Qu'est-ce qui coince à Cannes? J'ai des cas... vous vous rendez compte? On est passé de 13% à 17,8%. C'est le taux le plus élevé de la Côte d'Azur. Le plus élevé. Dans une commune où 70% n'est plus édifiable parce qu'on est soumis à des projets... Parce qu'on a des injonctions de l'État qui interdisent de construire pour des bonnes raisons, parce que c'est inondable. Donc, nous avons aujourd'hui le taux le plus élevé et nous sommes bien au-delà des objectifs triennaux de la loi SRU. Et d'ailleurs, nous sortons cette année de la carence et nous sommes le bon élève, entre guillemets, mais on retourne dans cette infantilisation, je dénonce. Mais le problème, il est bien au-delà. C'est-à-dire que toutes ces lois ont organisé la rareté du foncier. Quand quelque chose est désiré, c'est-à-dire le logement, parce que derrière, il y a des réalités humaines dramatiques, de classes populaires, de pauvres qui n'arrivent pas à se loger, mais aussi de classes moyennes. Oui, on entendait tué, policiers, on a tué le marché du logement. C'est-à-dire que ce qui devrait être l'exception, le logement social pour les plus pauvres, est devenu la règle. 68% des Français sont désormais éligibles au logement social. Donc c'est une spirale infernale. On réserve le foncier pour le seul logement social, il n'y a plus de foncier pour les classes moyennes et on continue d'appauvrir le pays. C'est cela dont il faut sortir, mais en attendant, la loi est là et on doit tout faire pour l'appliquer parce que nous sommes des républicains. Communes attaquées, République menacée, c'est le thème du Congrès des maires de France cette année. Et pour cause, les atteintes aux élus ont augmenté de 32% en 2022. Incivilité, agression physique, cyberharcèlement. Quand on dit communes attaquées, par qui? De qui on parle? En fait, ce thème a été choisi et puis il y a eu les émeutes. Et puis, il a été choisi avant les émeutes? Oui, on l'avait déjà évoqué. Et il a été validé après les émeutes. On s'est dit, c'est le thème. C'était la continuité de ce que nous évoquions la dernière sur le pouvoir agir. Le thème, c'était pouvoir agir. Et on démontrait qu'il était de plus en plus difficile de pouvoir agir. Que lorsque, il y a 20 ans, on lançait un projet dans une commune, on regardait d'abord ce qui était interdit. Maintenant, on recherche ce qui est autorisé. Qu'on est passé d'un système de liberté de responsabilité à un régime d'autorisation préalable. Ce que l'on vit en entreprise aussi, d'ailleurs, très souvent. Donc, attaquer par quoi? Attaquer quand il y a des émeutes urbaines et que pour la première fois dans l'histoire du pays, des écoles sont attaquées. Ce n'était pas arrivé ni sous la Révolution, ni sous la Fronde, ni en 1830 ou en 1848. 168 écoles communales détruites lorsque des mairies sont attaquées. Les communes sont attaquées, mais les communes sont attaquées aussi dans leur capacité d'action, par cette recentralisation que nous évoquions tout à l'heure. Ce qui se fait au détriment de... Tous les jours, vous savez, en tant que maire, on recoule le tissu social. Donc ce qui se fait au détriment de l'action de la démocratie locale. Et nous, ce que nous proposons à l'exécutif, c'est ce que je dirais à la Première ministre, c'est de libérer les communes pour qu'elles soient plus performantes. C'est de libérer donc l'État de ces tâches bureaucratiques qui le privent de ces tâches de police, a posteriori, de police environnementale, de police de la sécurité, de justice. C'est de libérer la société de toutes ces entraves, de remplacer la bureaucratie par de la démocratie locale. Il y a la bureaucratie, David Lisnard, et puis il y a ce phénomène qui était pointé par exemple hier sur France Info par la maire de Chanteloup-les-Vignes. Elle pointait l'individualisme. Elle dit, voilà, vous êtes toujours quelqu'un pour s'opposer à l'intérêt général au nom de son intérêt particulier. C'est quelque chose qui a augmenté, ça ? C'est difficile à évaluer, mais moi je le crois. D'ailleurs, un de mes premiers ouvrages avec Jean-Michel Arnaud s'appelait « Refaire communauté pour en finir avec l'incivisme ». Mais c'est lié à quoi alors, si ça a augmenté? Vous vous rendez compte? C'est lié à... Et il est vrai qu'on rencontre parfois, c'est des minorités, mais des individus qui ne se comportent plus en citoyens, mais en consommateurs d'espace public.
je suis parfois en adolescent capricieux et qui s'imaginent qu'un service public, c'est un service de livraison de pizza, on doit refaire la rue en 3 semaines, etc. C'est lié à un phénomène qui est un phénomène occidental qui avait été très bien décrit au XXe siècle, qui est une montée d'un individualisme, d'un individu roi, quoi. Et puis ça, avec les hashtags, vous coalisez plein de gens et puis vous vous retrouvez avec des oppositions de circonstances. Après, si vous voulez, au plan local, on arrive par l'argument physique. Moi, je fais beaucoup de réunions, on va chez les gens, on arrive à trouver quand même du bien commun. C'est pour ça que ce mandat est si passionnant, qu'il est si beau, qu'il est si difficile, si exigeant. Mais on est un habitant parmi les habitants. Mais effectivement, il y a des phénomènes d'égoïsme. Et puis, ce qu'on a appelé l'État-providence, qui a apporté des apports, une solidarité, etc. Rien que le mot providence, qui renvoie presque à un état divin, ça habitue les gens à considérer la puissance publique comme un guichet. Donc il faut sortir de cette dépendance au guichet. Il faut retrouver la capacité d'émancipation individuelle et de responsabilité individuelle. C'est pourquoi respecter l'individu, c'est important. Les droits, c'est important, mais retrouver aussi du sens commun. David Lisnard, 5 mois après les émeutes provoquées par la mort du jeune Nahel, vous dites aujourd'hui, c'est sûr, il y aura d'autres émeutes. La question est de savoir quand. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Parce qu'il y a une tension qui est palpable, parce que les émeutes de juin, on les sentait venir, on le disait parfois. Malheureusement, la parole n'est entendue que dans l'émotion de l'événement, parce que quand on va s'attaquer vraiment au problème du deal, non pas que l'État ne s'y attaque pas, il y a des policiers, des gendarmes, des magistrats qui font un boulot remarquable, mais qui sont totalement démunis. Moi, je cite cet exemple dans ma commune et dans cette circonscription de police qui est très compliquée, parce que j'ai une ville très contrastée, et c'est H24, les problèmes qu'il faut aborder. Il n'y a que 2 enquêteurs au stup. Voilà, c'est aussi simple que cela, alors qu'il y a des dizaines de points de deal. Donc le jour où on va s'attaquer vraiment à ce phénomène, parce qu'il le faut, parce que le trafic de drogue aujourd'hui, c'est pas que dans les grandes villes, c'est dans toutes les communes, c'est dans les villes-centres, dans les centres-bourgs, dans les villages. Eh bien, là, on va s'attaquer au noyau dur d'une voyoucratie qui est armée, qui a des armes automatiques. Et malheureusement, il faut se préparer à cela, parce qu'il va falloir remettre de l'ordre. Vous parliez de l'émotion, il y a 2 faits divers ces derniers jours qui ont suscité des réactions politiques, le meurtre de Thomas dans la Drôme et puis l'agression d'un jardinier dans le Val-de-Marne. Dans le premier cas, RN et LR dénoncent par exemple la racaille. Dans le deuxième, c'est LFI, Jean-Luc Mélenchon, qui pointe une agression arabophobe. Est-ce que c'est le rôle des politiques d'aller ainsi sur ce terrain ? Il faut que les politiques définissent ce qui peuvent être des phénomènes de société. C'est-à-dire que si vous avez une décivilisation, pour reprendre le mot qui a fait polémique, ou un ensauvagement, pour reprendre le terme utilisé par le ministre de l'Intérieur, il faut bien le dire. Il faut l'étayer avec des statistiques et pas simplement réagir à l'émotion. La montée des actes antisémites, il fallait bien la dénoncer. En un mois, il y a eu 4 fois plus d'actes antisémites que toute l'année précédente. S'il y a un acte raciste, parce qu'une personne est arabe, il faut le dénoncer. Le racisme est une abjection. En revanche, évidemment, ce que vous dites, je l'entends très bien, c'est-à-dire, d'ailleurs, vous regarderez mes réactions à moi, je pense qu'il faut d'abord attendre l'analyse des faits, comprendre ce qui s'est passé vraiment, et faire attention à ce qu'un acte individuel ne détourne pas d'une réalité sociale qui peut être différente. Donc, moi, les choses sont très claires, on doit évidemment être intransigeant sur tout acte, sur toute attaque a fortiori, d'un individu, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. C'est du racisme, ça peut être l'antisémitisme, c'est toutes ces formes abjectes. La réalité statistique aujourd'hui, c'est que et je l'ai regardé ces chiffres quand il y a eu les actes antisémites, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 145 fois plus de chances, avec toutes les guillemets, de vous faire agresser parce que vous êtes juif que lorsque, aujourd'hui, vous êtes arabe. C'est la réalité statistique. Mais un acte raciste est abject en lui-même. Et moi, je serais toujours du côté de la République française, qui est un universalisme et qui ne regarde pas les individus sur leur couleur de peau, sur leurs croyances, et qui dit que les individus ont tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. David Lisnard avec nous jusqu'à 9h. On vous retrouve juste après le fil info, 8h52, Maureen Suignard. Notre appel de septembre a été entendu par l'État, les entreprises et les particuliers, affirme sur France Info le président des Restos du Cœur. La campagne d'hiver est lancée aujourd'hui et malgré ces dons, l'association ne pourra pas distribuer des repas à tout le monde. Elle estime qu'il faudra refuser 150 000 personnes cet hiver. Les incidents de soins à l'hôpital et en clinique sont en hausse en France, une augmentation de 30% sur un an. C'est ce qu'affirme la Haute Autorité de Santé. Il s'agit de retards de prise en charge, d'erreurs de médicaments ou même
de patients, des événements qui se produisent souvent la nuit et les week-ends. L'armée israélienne dit avoir frappé 250 cibles terroristes en une journée, annonce alors qu'il y a maintenant quelques heures, le Hamas affirmait qu'un accord pour une trêve était proche. Hier déjà, le président américain disait croire qu'un accord était proche pour libérer des otages détenus dans la bande de Gaza. Après 4 jours d'absence, le journal La Provence est de retour en kiosque. Les salariés suspendent leur grève, mais sans avoir obtenu gain de cause. Ils dénoncent la suppression de 30 postes de journalistes. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Avec le président de l'Association des maires de France, David Lisnard, on attend toujours le texte sur la fin de vie, projet de loi autorisant une aide active à mourir. Emmanuel Macron hésite, ce sont les échos reçus par la presse de l'Élysée. Est-ce que vous le comprenez ? Oui, mais s'il hésite trop, qu'il passe à autre chose, parce qu'il y a d'autres urgences dans le pays, parce que ça renvoie à l'intime et que c'est compliqué d'avoir une approche définitive et sur ce type de problématique. Je pense qu'aujourd'hui, notre pays est dans une telle situation de décrochage éducatif, écologique, économique, social, que l'État devrait se concentrer, et sécuritaire, sur ses missions, objectivement. C'est pas prioritaire, la question de la fin de vie ? Non, je ne crois pas. Je pense que si déjà on donnait les moyens à tous nos professionnels de santé de pouvoir accompagner la fin de vie, de respecter les dispositions de l'excellente loi Leonetti, ce serait déjà un grand pas en avant. Ensuite, sur le reste, moi, à titre individuel, j'ai beaucoup de mal avec l'argument qui consiste à nous dire... rien que l'expression mourir dans la dignité. Dans ma commune, comme dans toutes les communes de France, je vais visiter, comme tous les maires, régulièrement des EHPAD, des maisons de retraite. Je vois des vieillards qui sont parfois complètement séniles, malades, et je ne les trouve pas indignes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que la fragilité, ce n'est pas une indignité. En revanche, à titre individuel, j'aimerais pas terminer comme ça. Donc, je suis très partagé sur ces questions-là. Mais surtout, parce que ça renvoie, quand on va dans le détail, qui a le droit de vie ou de mort ? Vous comprenez ? C'est-à-dire que quel est le degré de conscience qui peut amener à dire « je choisis le suicide assisté » ? C'est très compliqué. Donc, je pense que sur ce type de questions... Écoutons les philosophes, écoutons les médecins, écoutons les scientifiques. Il faut consulter les Français. Je crois qu'aujourd'hui, on a d'autres priorités et d'autres nécessités de consultation des Français. David Lisnard, vous disiez tout à l'heure que vous étiez, vous les maires, en première ligne sur la question de la précarité. Ce matin, sur France Info, Patrice Dauret lançait la campagne des Restos du Cœur. Les restos dont on connaît les difficultés face à l'affluence de nouveaux bénéficiaires. Ils vont devoir refuser du monde. Il nous le disait, il y a 150 000 personnes qui n'auront sans doute pas le droit à cette aide alimentaire. La France s'appauvrit, disait-il. Vous le constatez, vous aussi, dans vos villes ? Mais il est vrai qu'on voit dans nos rues des SDF de plus en plus. Il y a aussi toute cette précarité, cette pauvreté qui ne se voit pas, qui est discrète, des personnes qui ne veulent pas s'exhiber, mais qui rament, qui galèrent. Et on les accompagne avec nos centres communaux d'action sociale. Moi, je suis maire d'une ville qui, historiquement, est une ville qui a un taux de pauvreté élevé, plus élevé en tout cas que la moyenne nationale. La moyenne nationale, ça va être 14%, on est à presque 21%, parce qu'historiquement, c'est une ville d'immigration pauvre, Cannes, et c'est une ville de pêcheurs pauvres. Et bien qu'il y ait beaucoup de richesses et des événements prestigieux aussi, parallèlement. Et donc, on a 2 antennes des Restos du Cœur qui, de mémoire, délivrent plus de 120 000 repas par an. D'autres associations, comme J'avais faim, Et c'est aussi la force d'une société mature que d'avoir tout ce tissu caritatif très, très présent. Mais vous savez, la meilleure façon d'aider les pauvres, c'est bien sûr de les assister au quotidien, mais de lutter contre la pauvreté. Et de comprendre que tant qu'on dépensera plus que ce que l'on produit, on créera de la pauvreté. C'est tout le paradoxe. Et donc, il faut retrouver en France les moyens de l'émancipation sociale, de la libération sociale, du mérite. C'est pourquoi la question de l'école est si puissante. Parce qu'aujourd'hui, au nom de l'égalitarisme, avec la carte scolaire, on crée des trappes à pauvreté. On assigne à résidence. Moi, je vois des gamins les plus pauvres et qui viennent de l'immigration et on les concentre dans les mêmes écoles. Et tous les autres échappent à la carte scolaire. Il faut plus de mixité. Oui, et ça part de l'école. Alors, bien sûr qu'il faut accompagner les Restos du Cœur. On le fait. L'AMF avait lancé un appel. Y compris donc ces personnes qui trouveront, entre guillemets, porte close, puisqu'elles n'ont pas le droit. Qu'est-ce que vous allez faire ? Nous, elles ne trouveront jamais porte close dans les centres communaux d'action sociale. Et c'est ce qu'on va faire entendre aussi au pouvoir public.
C'est ce qu'on va entendre à l'État, c'est que nous, les communes, on est toujours face à la réalité. On ne peut pas s'enfermer dans un bureau quand on est maire. On est tous les jours, nous sommes des praticiens du quotidien en tant que maire. C'est ce qu'on voudrait faire. C'est pour ça qu'on n'est pas du tout, nous on n'est pas en quémant de rien, etc. On veut juste pouvoir travailler et aussi contribuer à recoudre ce tissu social, parce que les premières personnes que viennent voir ceux qui n'arrivent pas à se loger, ceux qui n'arrivent pas à manger, il y a eu les effets du coût de l'énergie chez dans beaucoup de ménages, de l'alimentation. Je racontais tout à l'heure 45% dans ma commune d'augmentation qu'on va devoir, sans faire de mauvais jeu de mots, digérer pour pas que les familles assument ces 45% d'augmentation. Mais donc je vais baisser d'autres dépenses, puisque parallèlement on baisse la dette et on ne touche pas à la fiscalité. David Lisnard, merci beaucoup. Merci à vous. Kahn, président de l'Association des maires de France. On vous laisse aller au congrès qui se tient aujourd'hui à la porte de Versailles. Merci illico presto. Merci à vous d'avoir été l'invité de France Info